Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler d'une expression qu'utilise très souvent Pierre Bourdieu pour démontrer qu'on peut connaître le monde social, qu'une science du monde social est possible. Alors, Bourdieu nous dit, le monde me comprend, mais je le comprends. Cette phrase vient de Pascal, philosophe chrétien, janséniste et savant français. Donc Pascal nous dit, par l'espace ou par la matière, l'univers me comprend et m'engloutit comme un point. Par la pensée, je le comprends. Donc l'univers me contient, comme le tout contient la partie. Je suis physiquement une partie de l'univers. Je suis un morceau de la nature. Je suis un atome dans l'espace infini. C'est Pascal encore qui a dit cette fameuse phrase que tout le monde connaît. Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. Donc je suis dans l'univers comme une goutte dans un océan, je suis dans la nature comme un point perdu dans l'infini, mais intellectuellement, rationnellement, je peux comprendre le monde, comprendre ses lois, comme la loi de la gravité, par exemple, ou la loi de la conservation de l'énergie. Enfin, donc l'être humain est une partie de la nature, mais il peut connaître la nature. Donc, le monde me comprend physiquement, mais je le comprends intellectuellement. Ici, il y a un jeu de mots, bien sûr. On joue sur la polysémie du verbe comprendre. L'homme est un roseau pensant, nous dit encore Pascal. L'univers me contient et peut me détruire, il est plus puissant que moi matériellement. Dans l'ordre de la matière, l'univers est supérieur à moi, mais je suis plus puissant que l'univers dans l'ordre de la pensée, de l'intelligence, de la rationalité, de la compréhension, de la conscience. Je suis conscient alors que l'univers est inconscient. Je pense alors que l'univers ne pense pas. L'univers est inconscient, il est silencieux. C'est ce silence éternel de l'univers sans conscience, sans parole. On peut dire la même chose du monde social. Le monde social me contient, je suis un individu dans l'espace social, je suis déterminé, conditionné, influencé par mon origine sociale, mon parcours scolaire, mes capitaux, mon habitus, ma culture, etc. Mais par l'intelligence, par la science, par la rationalité, par la sociologie, je peux comprendre le monde social. Les statistiques, l'histoire, l'anthropologie, la sociologie, donc, nous permettent de comprendre le monde social. On peut comprendre les lois sociales, comme la loi de la reproduction, que Bourdieu appelle par ailleurs le principe de conservation de l'énergie sociale, principe selon lequel le capital va au capital, ou peut comprendre d'autres lois de la société, comme le tabou de l'inceste et l'obligation à l'exogamie, comme la loi de l'échange économico-sexuel ou loi de l'hypergamie féminine, etc. Donc l'être humain est un être naturel, mais il peut comprendre la nature. L'être humain est un être historique, mais il peut comprendre l'histoire. L'être humain est un être social qui peut comprendre le monde ou l'espace social. Certains sophistes ou prétendus philosophes disent le contraire de cela. Pour eux, nos idées, nos valeurs sont relatives à notre culture, à notre classe sociale. Ce sont des relativistes. Donc il n'y a pas de vérité pour eux, il n'y a pas de beauté universelle, il n'y a pas de morale universelle. Il n'y a pas de vrai, de choses vraies universellement pour tous les êtres humains, absolument. Il n'y a pas de choses belles universellement, la beauté est relative. Il n'y a pas de choses bonnes, justes pour tout le monde, la justice, le bien, le mal, tout cela est relatif. Donc toutes nos idées, nos valeurs sont relatives à notre culture ou à notre classe sociale. Donc on ne peut pas connaître la culture ou la société dans laquelle on vit. D'après eux, d'après ces relativistes, ces postmodernes, nous serions comme des poissons dans un bocal qui ne peuvent sortir du bocal justement pour s'observer de l'extérieur. On ne peut pas s'arracher à notre culture, s'arracher à notre classe sociale pour nous regarder, nous observer de l'extérieur. Nous sommes prisonniers de notre culture et de notre classe sociale. On ne peut pas sortir de notre culture, de notre société pour l'observer de l'extérieur. Nous sommes englués dans notre culture, dans notre classe, et on n'en sort pas.
On ne peut pas prendre de la hauteur, du recul, de la distance par rapport à notre culture et à notre classe sociale. Toutes, bien sûr, toutes nos idées, toutes nos valeurs, ou presque toutes, nous viennent de notre culture, notre classe sociale. Toutes les prémices de nos raisonnements, c'est-à-dire les points de départ de nos raisonnements, nous viennent de notre culture particulière dans laquelle nous vivons. Néanmoins, nous pouvons comparer notre culture à d'autres cultures. On peut comparer notre classe sociale à d'autres classes sociales. On peut remettre en cause nos idées, nos valeurs, changer les prémices de nos raisonnements. Donc on peut s'arracher à nos préjugés et déconstruire nos prénotions. On peut déconstruire notre culture. L'histoire n'est pas notre code, notre culture n'est pas notre code, notre classe sociale n'est pas notre code. Et nous ne sommes pas prisonniers, esclaves de notre culture, nous ne sommes pas esclaves de notre classe sociale. Il faut noter, bien sûr, que seules les sciences sociales peuvent nous offrir cette possibilité de connaissance, de savoir, de liberté, d'émancipation, voire de révolution, de transformation de la société. Donc tous les progrès des sciences sociales démontrent que nous avons tous les moyens, comme les statistiques, etc., de comprendre le monde social, et nous avons tous les moyens de nous débarrasser de nos prénotions, de nos préjugés. Nous avons tous les moyens scientifiques, tous les outils scientifiques pour connaître rationnellement le monde social dans lequel nous vivons. Le monde social me comprend, il me contient, mais par la sociologie, je le comprends, et donc je peux m'en libérer, je peux m'en émanciper, et je peux savoir comment faire pour le transformer, le subvertir, le révolutionner. La sociologie nous permet donc de comprendre les lois sociales, bien sûr, les mécanismes sociaux, les causes et les effets qui structurent les institutions sociales, les relations sociales. Et il suffit de changer les causes pour changer les effets. Enfin, même si, évidemment, dans toutes les sociétés, les dominants ont les moyens économiques, ils ont les moyens culturels, ils ont le capital culturel pour comprendre les sciences sociales, et ils ont les moyens politiques, juridiques, économiques, administratifs pour changer le monde. Mais force est de constater qu'ils n'ont aucun intérêt à changer le monde parce que ce monde sert leurs intérêts. Seuls les dominés ont un intérêt objectif à comprendre la sociologie, à l'utiliser pour transformer le monde. Mais malheureusement, ils n'ont pas le capital économique nécessaire pour disposer du loisir suffisant pour étudier la sociologie, ils n'ont pas le capital culturel nécessaire pour comprendre la sociologie, et ils n'ont pas le pouvoir politique pour transformer la société dans le sens de leurs intérêts. Donc ceux qui peuvent changer le monde, les dominants, n'ont pas intérêt à le changer, et ceux qui ont un intérêt objectif au changement et à la transformation du monde social n'ont pas les moyens culturels et politiques de cette transformation. On peut évidemment penser à plusieurs outils de transformation comme la grève générale, l'action violente, le vote pour des partis de gauche qui veulent changer les choses, mais la question fondamentale reste toujours posée. Comment universaliser les moyens d'accès à l'universel? Comment donner à tout le monde assez d'argent, assez de sécurité financière, assez de savoir pour comprendre le monde et le transformer?